Charlotte Dornelas, une minute de silence a été observée aujourd'hui dans les écoles, je disais, en hommage à Samuel Paty dans les collèges et lycées et Dominique Bernard. Hier, un hommage a eu lieu à Arras en présence des ministres de l'Intérieur, de la Justice et de l'Éducation nationale. Objectif, célébrer l'art et les valeurs auxquelles tenaient ces deux enseignants. Alors, en effet, certains se sont demandé si la répétition de ces hommages et la forme qu'ils prennent étaient suffisants, on va dire, pour répondre au terrorisme qui les avait frappés. Bon, la réponse est évidemment non, ce n'est pas suffisant. Maintenant, est-ce que la forme de l'hommage était adéquate, on va dire parce que vous l'avez dit, hein, les ministres de la Justice, de l'Intérieur et de l'Éducation étaient présents, ce qui est un signe politique assez fort, mais ils n'ont pas pris la parole en revanche, parce que la veuve de Dominique Bernard, en l'occurrence, voulait cet hommage sous cette forme-là. C'est difficile de lui dénier le droit de rendre l'hommage de la manière qu'elle le souhaite. Elle ne voulait pas de discours et elle voulait que l'art, les textes et la musique célèbrent à la place des discours l'esprit, je la cite, humaniste de son mari, et, disait-elle, parce que tout a déjà été dit. Mais il se trouve que le débat politique continue évidemment par ailleurs et que, alors elle peut dire que tout a été dit, mais le fait est que les choses se répètent malheureusement et Dominique Bernard est arrivée après Samuel Paty et elle dit elle-même dans l'entretien qu'elle accorde au Monde, elle dit elle-même qu'ils en parlaient tous les deux. Avec donc Dominique Bernard, qu'il parlait de ce qui s'était passé et de la mort de Samuel Paty, et qu'elle confiait quelques jours, quelques semaines avant la mort de son mari, elle confiait à une amie que ça allait inévitablement se reproduire et que peut-être que Dominique, son mari, serait le prochain. Donc elle savait évidemment, et elle dit également dans l'interview, parce que elle cite le terrorisme islamiste, et elle dit que l'Éducation nationale n'a pas pris la mesure du risque qu'il faisait peser sur l'école en particulier et sur le pays en général. Et elle répond aux journalistes qui lui demandent ce qu'il faut faire. Elle dit c'est aux politiques de s'emparer de certains sujets. Donc elle remet entre les mains du politique beaucoup de sujets qui ne sont pas présents à l'hommage et la forme évidemment lui appartient. Elle raconte donc qu'il parlait de ce risque. Elle raconte aussi que la famille Mogoutchov, dont l'assassin est issu, avait été très clairement identifiée, notamment par Dominique Bernard, et qu'il revendiquait sa liberté devant ses élèves, tout en disant à sa femme qu'il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas dire, notamment devant cet élève en particulier. Donc dans le débat public, évidemment, les idées pour résoudre ce problème que tout le monde a identifié s'affrontent, sont parfois différentes, et chacun vient les défendre pour savoir laquelle répondra le mieux à cet enjeu. Et elle insiste dans cette interview sur le cadre offert par la laïcité, notamment à l'école, pour continuer ce que disait Marc, mais c'est le seul sujet en revanche qu'a retenu la ministre de l'Éducation nationale dans l'interview, puisque je vous disais, elle n'a pas parlé lors de l'hommage, mais dans l'interview qu'elle a accordée à la Tribune dimanche, ce dimanche. Le mot islamisme n'apparaît jamais. Donc il y a des atteintes à la laïcité. Alors une atteinte à la laïcité, c'est quand le cadre de la laïcité, par exemple, vous dit il n'y a pas de signe religieux à l'école. D'accord. Tuer quelqu'un, ce n'est pas une atteinte à la laïcité, c'est tuer quelqu'un. Hein. Donc après, on essaie de savoir pourquoi vous avez tué, qu'est-ce qui vous a motivé, mais on ne peut pas appeler ça une atteinte à la laïcité très directement. La laïcité n'a pas appris aux hommes en France à ne pas tuer son prochain quand on n'était pas d'accord. Si je puis me permettre, on le savait depuis un peu plus longtemps que ça. Donc il faudrait déjà apprendre à correctement identifier ce qui nous arrive. Alors elle parle de formation des élèves, des profs, de la laïcité, des valeurs de la République. Elle se félicite de la chute du nombre d'atteintes à la laïcité, encore une fois, dans les écoles. Mais elle reconnaît par ailleurs, alors elle glisse un chiffre qui, moi, m'a glacé le sang, hein, je vous le dis très clairement, elle dit désormais la protection fonctionnelle est accordée à chaque fois que des professeurs sont menacés de mort pour X raisons. L'année dernière, il y a 4000 agents du ministère qui ont reçu cette protection fonctionnelle. Alors on peut se féliciter que ce soit passé de 800 à 100 sur les atteintes à la laïcité qui regroupent énormément de choses différentes, mais là on est sur du très concret, 4000 agents sous protection parce qu'ils ont été menacés, c'est assez énorme. Alors tout juste évoque-t-elle le voile et l'abaya, parce qu'elle n'a pas vraiment de choix, puisqu'il se trouve que les atteintes à la laïcité de l'année dernière se sont portées beaucoup sur ce sujet. Alors que l'on se batte pour la liberté est une bonne chose, évidemment. Mais il en est une qui est gravement menacée et qui devrait pourtant être permise dans le débat, c'est celle d'exprimer une lecture un peu plus profonde, voire un peu plus sérieuse, de ce qui nous arrive réellement. C'est-à-dire une guerre menée en l'occurrence par des islamistes qui se servent de cerveaux
plus ou moins conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je vous parle notamment de l'entrisme à l'école, le port de l'abaya. On l'a dit, certains élèves le font par provocation, d'autres par adhésion absolument pure, mais à la fin, le résultat de la conquête volontaire, notamment à l'école, est le même. Et ces islamistes, soit qu'ils l'organisent, soit qu'ils le défendent, soit qu'ils mettent en place cette conquête, ont très bien compris ce qu'étaient nos valeurs. Parce qu'elle dit qu'il faut la formation des professeurs pour répondre à cette question, ça très bien, et la formation des élèves à la laïcité et à nos valeurs. Mais les islamistes qui mènent cette guerre et qui veulent cette conquête savent exactement ce qu'ils veulent remplacer précisément en France, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la manière d'être, c'est-à-dire la manière de se comporter les uns envers les autres, avec les femmes, mais même avec les autres hommes, avec ceux qui sont musulmans ou qui ne le sont pas. On a vu plusieurs nous le dire à différents moments. Ils veulent prendre la place de la culture qui a aujourd'hui lieu et qui fait aujourd'hui la France. Ils ont au contraire parfaitement identifié ce que nous étions. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Ils se battent contre ce que nous sommes. Ils n'ont pas besoin d'être convaincus, mais combattus. Et là, il faudrait comprendre que les cours de pédagogie, de ce qu'est la laïcité, de ce que sont les valeurs de la République, voire même, soyons pleins d'espoir, ce qu'est la France, tout simplement, ne changera pas grand-chose à la volonté de guerre ouverte qu'ont déclenché certains. Dans l'ordre chronologique, on se bat et on impose ce que nous sommes et ce à quoi nous tenons. Pour le dire en d'autres termes, nous ne sommes pas exactement en 1903 pour savoir quel modèle va gagner, on va dire, l'espace public en France, la gestion des écoles et des hôpitaux entre les bonnes sœurs et la République dans sa dimension laïque, c'est-à-dire conçue comme une philosophie. On n'est pas exactement sur ce débat-là. Vous voyez, on rejoue sans cesse notre histoire de France. Là, en l'occurrence, c'était une guerre entre Français pour savoir quelle philosophie allait gagner la société. Là, la menace vient d'ailleurs, déjà, pour commencer, et ensuite, elle est clairement une volonté de conquête et d'effacement de ce qu'est la France. Il faudrait peut-être, en effet, en prendre conscience et donner donc les bons mots sur ce qui se passe, notamment à l'école. Donner les bons mots. Et pourtant, les terroristes citent parfois la laïcité comme un principe islamophobe. C'est donc bien un concept qui les indispose. Est-ce que ce n'est pas une réalité ? Alors, c'est évidemment vrai. Marc nous rappelait les chiffres. Et c'est d'autant plus vrai récemment que c'est la seule chose qui est justement citée en France, et notamment par les ministres. On le voit, les atteintes à la laïcité ont remplacé, on dit il y a des atteintes à la laïcité au lieu de dire il y a une conquête islamiste. Donc quand derrière le mot laïcité vous dites tout et n'importe quoi pour ne pas dire la France, pour ne pas dire la conquête qui nous arrive, pour ne pas dire la mort que certains veulent semer en France pour imposer leur modèle, quand à chaque fois vous dites la laïcité, surtout en ne donnant aucune définition, vous finissez par assimiler à la laïcité tout ce que détestent les islamistes, et ils finissent par assimiler tout ce qu'ils détestent à la laïcité. Donc c'est un peu le jeu, évidemment, dans un sens comme dans l'autre. La laïcité devient la source de leur détestation parce qu'ils identifient la laïcité à la France. Mais j'aimerais poser une question toute simple. Quelle est exactement l'atteinte à la laïcité à une terrasse de bar ? Quelle est exactement l'atteinte à la laïcité quand un terroriste frappe dans une église un prêtre qui est en train de dire la messe ? Quelle est l'atteinte à la laïcité quand il y a des gamins qui vont emmener dans une cave une petite fille parce qu'elle est juive et qu'ils la violent précisément parce qu'elle est juive ? Quelle est l'atteinte à la laïcité quand des terroristes frappent dans une rédaction, quand ils frappent le policier qui est en faction devant la rédaction, quand ils frappent dans une entreprise où un chef d'entreprise est décapité, et quand ils frappent partout ailleurs dans le monde, dans des pays qui non seulement n'ont pas notre conception de la laïcité, mais parfois se battent contre cette conception de la laïcité. Or, les islamistes veulent imposer leur modèle exactement de la même manière. Donc, évidemment que la laïcité est une particularité française dans notre manière de concevoir la place de la religion dans les interactions entre les personnes en France. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que l'islamisme est tout ce qui n'est pas lui-même. Point barre. Je veux dire, il n'y a pas de grand débat sur des valeurs plus ou moins abstraites. Il y a tout ce que nous sommes extrêmement concrètement et quotidiennement et depuis des siècles qui est détesté parce qu'un autre modèle doit prendre cette place-là. C'est nos relations entre les hommes et les femmes, c'est notre manière de nous nourrir, c'est notre manière de nous vêtir, notre manière de penser le monde et nos référents religieux. Tout à l'heure, Marc évoquait la question des jours fériés. La revendication d'avoir des jours fériés, la laïcité nous a permis d'avoir des jours fériés qui sont quasiment tous issus de la religion chrétienne, me semble-t-il. Donc le remplacement, il est culturel. Il est évidemment culturel, en plus pour certains, d'être religieux
Ils veulent transformer la France en un lieu dominé par la charia, comme ils veulent le faire avec le monde entier, le plus littéralement possible. Et chaque geste quotidien de la vie quotidienne de chaque personne qui vit dans cet espace-là doit répondre à leur lecture de la charia. Rien de plus. C'est cette guerre-là qui est menée. Il faudrait trouver les bons outils pour lui répondre. Et c'est évidemment ce qu'il devrait être possible de dire sans être immédiatement accusé. Et il faudrait aussi que tout ça soit su au moment où nous décidons d'accueillir ou de continuer d'accueillir certaines personnes qui arrivent de pays où il est absolument évident que c'est cette version-là, on va dire, de la lecture culturelle et religieuse qui est portée. Et évidemment, le parcours migratoire des 2 assassins de Dominique Bernard et de Samuel Paty nous pose cette question. Et cette fois-ci, la liberté de l'évoquer, elle se pose vis-à-vis de nous-mêmes, beaucoup plus encore que de ceux qui veulent nous tuer. C'est même en France et entre nous, a-t-on encore la liberté de poser cette question du parcours migratoire? Et là, je renvoie à la chronique de Mathieu qui ne concernait pas l'islamisme, mais le parcours migratoire quand même. Parcours migratoire, vous voulez dire qu'il existe encore un déni sur le débat sur l'immigration? Il y a quelques semaines, l'un des frères justement de l'assassin de Dominique Bernard à Arras avait répondu à une psychiatre. Et vous savez, il est entendu dans le cadre de l'enquête, il est accusé, en tout cas il est poursuivi pour une éventuelle complicité avec son frère, ce que lui nie. Il a été entendu par une psychiatre dans ce cadre-là et l'entretien avec la psychiatre a été relayé dans la presse. La psychiatre précise, et c'est important de le dire, qu'elle n'a décelé chez lui aucune tentative de manipulation. Nous n'avons pas affaire à un déséquilibré, c'est suffisamment rare pour le souligner. Donc elle nous dit il comprend tout ce qu'il dit, il le pense et il le dit. Et ce garçon, par ailleurs, dans tous les entretiens, condamne ce qu'a fait son frère et dit c'est un interdit religieux d'avoir recours à la violence. Donc vous voyez, alors après peut-être nous trompe-t-il, peu importe. Il dit, lui, que pour lui, c'est un interdit. Il condamne ce qu'a fait son frère. Et il dit, mais par contre, l'attentat aurait pu être évité. Comment ? Demande la psychiatre. Eh bien, moi et ma famille, nous n'avions rien à faire en France, répond-il. Pourquoi ? Il l'explique très bien. Il dit parce que nous n'avons jamais été en accord avec les valeurs et la manière de vivre des Français. Et il ne hiérarchise même pas ces valeurs. Il dit pas c'est mieux, c'est moins bien. Il les distingue. Et il dit voilà, nous ne voulions pas vivre comme ça. Et la France aurait dû nous mettre dehors. Alors eux, on pourrait le dire, eux auraient pu avoir la décence de partir. Mais il se trouve que la loi les a protégés. Tout comme la famille Anzorov, vous savez, dont le fils a tué Samuel Paty, qui avait essuyé un refus sur l'asile de la Pologne, puis de l'OFPRA en France, avant que la Cour nationale du droit d'asile les accepte en France. Tous n'ont pas rien compris. Ils ont décidé chez nous de vivre autrement que nous. C'est évidemment cette équation-là, aujourd'hui, qu'il faudrait accepter de poser et avoir au moins la liberté de poser.